Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Michel Godet. Tout est calé, hein, Michel. Peux-tu te rapprocher des micros, s'il te plaît? Non. Voilà. Oui, c'est bon. C'est parti. Mais c'est les micros qui sont pas assez longs. Ça doit être ça. Bon. Après ce qu'a dit Jacques Attali, ça va me faciliter mon parcours. Moi, j'ai le poids des mots et le choc des photos. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont en convergence entre ce qu'il a dit et ce que j'aurais envie de dire. Donc ça permettra d'aller un peu plus vite. Et puis de toute façon, je suis obligé de vous quitter parce qu'il n'y a pas 36 trains pour rentrer le soir sur Paris. Hein, et j'ai des obligations qui font... C'est un peu triste d'ailleurs parce que j'aime beaucoup le lien et c'est en contradiction avec ce que j'aime bien faire habituellement. Alors on m'a dit qu'il fallait appuyer là-dessus, l'avenir en confiance. Alors il y a beaucoup de points communs dans ce que Attali a dit et ce que j'ai envie de dire, mais je vais le dire à ma manière, donc ce sera la même chose. D'abord, moi je suis assez content de cette crise de la dette qu'on a aujourd'hui. La crise financière, elle a d'autres raisons et j'ai dit aussi, et je le répète encore une fois avec mes mots, ça ne concerne pas les banquiers qui sont dans la salle, mais enfin, il y a des endroits où on a laissé les pédophiles à la tête des colonies de vacances, donc ils recommencent. Hein. Bon. Mais ce n'est pas le sujet ce soir. Et faut dire tout haut ce qu'on pense tout bas, non? Bon. Et la crise de la dette me réjouit parce que ça fait des années que je dis qu'on marche sur la tête, qu'on vit au-dessus de nos moyens en prenant dans la poche de nos enfants et que c'est contraire à l'esprit du développement durable. Le développement durable, c'est celui du présent qui ne se fait pas au détriment des générations futures. Donc je suis assez content de ce qui nous arrive. Parce que Jacques Attali l'a dit, dans le reste du monde, vous allez au Brésil, vous allez en Chine, pour eux, c'est une croissance sans précédent dans l'histoire de l'humanité. C'est les 30 glorieuses. Et c'est surtout chez nous que ça va mal. On est plus pessimiste que les Afghans. Et on est le pays, parmi les développés, le pays où l'économie de marché est la plus suspectée d'être finalement porteuse de balles. Alors l'économie de marché, d'ailleurs, et la démocratie, là, Attali, il a dit une chose qui était juste, mais qui est partiellement juste aussi, parce que je crois qu'il faut... la Chine montre qu'on peut avoir une économie autoritaire de marché efficace. Et chez nous, c'est un peu l'autorité qui manque. C'est-à-dire qu'on a des gouvernants qui sont, comme disait Raymond Barre, quand il y a des problèmes politiques, on les pousse devant soi, ça finit par faire un gros tas, et si on n'est pas réélu, c'est les autres qui ont le problème devant eux. Bon. Et ça fait 30 ans qu'on fait ça, on a fait la retraite à 60 ans en 81, à l'époque on pouvait, puisqu'il y avait 3 actifs pour un retraité, mais on savait que c'était des vaches grasses et que les vaches maigres arriveraient, mais ça, on verra plus tard. Et l'an dernier, en 2010, moi j'ai honte quand j'y repense encore, je ne vais pas citer même Lagarde, mais vous avez deviné, hein, je l'ai cité, zut. Bon. Elle disait, on a mieux résisté que l'Allemagne à la crise financière, parce qu'on a des amortisseurs de crise. Les amortisseurs de crise, c'était la morphine de la dette. C'est le fait qu'effectivement, comme on a 10 points de dépenses publiques de plus que l'Allemagne, eh bien, il y a des gens qui sont payés même s'ils ne travaillent pas. Et en attendant, ils consomment. Bon. Mais l'an dernier, en 2010, on a eu 1,5 point de croissance du PIB pour 7 points de déficit public. Ça veut dire qu'on a arrosé le désert avec 1,5 litre, on a récupéré avec 7 litres d'eau, et on a récupéré qu'1,5 litre. C'est pas très efficace comme système, et certains manifestaient pour récupérer les fruits de la croissance dans la rue. Bon. Donc, moi je suis content, les 7 litres, il faut les rembourser, mais maintenant on se réveille, et on se rend compte, alors personne ne le dit avant 2012, rassurez-vous, on se rend compte que demain, il va falloir travailler plus pour espérer ne pas gagner moins. C'est une bonne nouvelle. On s'ennuyait parce que je pense souvent à mon grand-père qui avait vécu la guerre de 14 et qui disait, il me disait, vous pleurez, enfin, votre problème c'est que vous manquez de rien, et il dirait aujourd'hui, vous pleurez la bouche pleine. Bon, l'espérance de vie a augmenté de 44 ans depuis 1900, on a décuplé nos revenus, et plus on en a, moins on est content. Pourquoi? Il a dit d'ailleurs, il faut travailler sur soi-même, il faut travailler sur soi, parce qu'au lieu de content de ce qu'on a, on est frustré de ce qu'on n'a pas. Et c'est une chose qui est bien connue en économie. Quand mon voisin s'achète une grosse voiture, mon niveau de vie relatif baisse. Alors, bonne nouvelle, hein, c'est qu'on s'ennuyait, on pleurait la bouche pleine, la bouche sera moins pleine, on pleurera moins. On va avoir des raisons de se lever le matin. Et il y a une croissance qui sera plus faible, en raison du vieillissement, c'est ce que j'appelle cheveux gris, croissance molle, depuis 20 ans déjà. Ben oui, quand on a passé un certain âge, on n'a plus besoin de rien. Surtout pas à Paris, une paire de chaussures, ce qui coûte cher, c'est le placard pour la mettre. Bon. Donc oui. Et le vrai marché de demain, c'est le marché du lien social. De ce point de vue-là, les 35 heures ont été une catastrophe, puisque, comme vous le savez, on a tué les temps morts alors qu'il faut les temps morts pour vivre le lien social. Donc tant mieux, on va retrouver le sens du lien.
hein, puisqu'on l'accumulation de biens ne pourra pas... Alors je suis optimiste, donc, puisque le mal est en nous, les solutions aussi, c'est ça mon principal message. Cherchons pas de bouc émissaire. 40% de notre déficit industriel vient de l'Allemagne. Ce n'est pas un pays à bas salaire, ce n'est pas la Chine, c'est un pays à modération salariale et qui travaille, je vais donner les chiffres, là je vais les actualiser parce que ça a un petit peu changé, qui travaille 8 jours de moins, on travaille en France 8 jours de moins que l'Allemand, parce que par heure de travail de ceux qui travaillent, on travaille plus, mais il n'y en a pas assez qui rament chez nous. Bon. Et sans compter ceux qui empêchent les autres de ramer. Il y en a pas mal avec des paperasses. Bon, donc ça, c'est tout le problème de la fonction publique qu'on a chez nous. Vous savez que dans certains endroits, ils sont à 58 jours de congé avec les RTT, plus les 22 jours d'absentéisme dans les collectivités territoriales. Ça veut dire qu'il y en a qui posent leur jour de travail autour de leur jour de congé. Donc... Non, mais ça bride la France, on n'ose pas le dire. Hein, on travaille donc beaucoup moins que les autres. Alors on vit au-dessus de nos moyens, c'est fini. Donc je passe assez vite. Et quand on demande à Madoff d'où vous est venue l'idée de rémunérer les premiers investisseurs à la place avec l'argent des derniers, il répond du régime de retraite par répartition des Français. Donc vous avez compris. Alors je suis confiant, parce que l'avenir est toujours à construire. Donc il n'est pas à prévoir, il est à construire. Que cette croissance sans précédent, j'ai dit, et puis je vais donner des raisons d'espérer. Il y en a 7. Alors tout d'abord, je signale que donc notre problème, c'est qu'on a une accumulation de biens qui était devenue moins en moins porteuse de liens. Et un des territoires de France où les gens sont les plus heureux qu'ailleurs, ils font plus d'enfants d'ailleurs. Ils ont un taux de chômage 2 fois plus faible que la moyenne nationale. Vous ne le connaissez pas, mais vous allez y aller en vacances pour voir ce qui se passe. C'est la Mayenne. Personne ne sait où c'est. Hein, comme la Saône-et-Loire, peut-être bien. Hein, bon. Hein. Oui, et c'est un des territoires les plus pauvres de France, 1,3 autour du SMIC. Mais comme tout le monde a 1,3 autour du SMIC, personne n'est malheureux de ce qu'il n'a pas, puisque tout le monde est pareil. Et c'est le deuxième taux de fécondité de la France, après la Seine-Saint-Denis, pour d'autres raisons. Bon. Oui, parce que les 2 enfants par femme dont il parle, c'est bien, mais il y a 25% de naissances d'origine immigrée, c'est une chance si on arrive à les éduquer. Et en Ile-de-France, ce n'est pas le cas. Vous allez voir la fuite des franciliens en Ile-de-France. En Ile-de-France, c'est 40% de naissances d'origine immigrée. Et en Seine-Saint-Denis, c'est 60%. Comme je l'ai expliqué, on ne fait pas l'intégration dans des quartiers où 90% d'enfants non francophones dans les classes. Et en d'autres termes, s'il y a des gens du bâtiment ici, ils savent bien comme moi que quand il y a trop de sable, le ciment ne prend pas. Donc le sable n'est pas en cause, mais il faut mettre plus de ciment ou mieux répartir le sable sur le territoire. D'autant qu'on va avoir besoin de 25 millions d'actifs. En Europe, ça a été dit pour l'Afrique. L'Afrique va augmenter d'1 milliard d'habitants. Donc les frères sont là et les cousins vont venir. Bon. Ce que j'ai dit à Madef, à l'université d'été d'ailleurs, il y a 2 ans, à Jouy-en-Josas, le journaliste m'avait demandé de façon un peu rapide, comme ça, je n'avais pas le temps de réfléchir, qu'est-ce qu'une minorité visible? Et j'ai répondu spontanément, c'est un blanc dans les quartiers nord de Paris. C'est la réalité. Ça ne me dérange pas, moi. On s'en fout de la couleur, si les gens sont éduqués. Il n'est de richesse que d'hommes éduqués, porteurs de projets, comme l'a dit Jacques Attali, dans une société de confiance. Au niveau global, la société n'est pas de confiance, mais au niveau local, oui. Au niveau de l'entreprise, oui. Et il y a un problème de projet. Alors, les crises sont porteuses d'espoir, ça Jacques Attali l'a dit aussi. Donc, c'est l'occasion de relever des défis. Rien n'est pire que d'être entier, c'est un handicap. L'espérance de vie va continuer d'augmenter. On va gagner 5 ans d'espérance de vie d'ici 2030, ça vaut le coup d'attendre. Nos enfants vivront mieux et plus longtemps que nous, plus longtemps, on vient de le dire, et mieux que nous, à condition naturellement d'avoir envie de bosser, c'est une condition suspensive. Et ça, évidemment, c'est pas complètement gagné. Et puis je vais parler du chômage des jeunes. Et puis le vieillissement, c'est aussi une bonne nouvelle. On est jeunes de plus en plus vieux. Et bonne nouvelle pour vous, messieurs. Moi, j'ai 63 balais aujourd'hui. Je peux vous dire qu'une femme de 50 ans me paraît beaucoup plus belle que lorsque j'avais 20 ans. Donc toute femme reste jeune, ça dépend de l'âge de l'homme qui la regarde. Oui, l'optimisme, c'est ça. C'est cesser de voir les bouteilles à moitié vides, elles sont aussi à moitié pleines. La réalité du terrain dépasse la fiction des idées, c'est ce que j'avais dit à Martine Aubry à propos des 35 heures. J'avais dit en général, quand on a une bonne idée, dont on a eu quelque part ça marche. Ça m'avait dit à vol. Mais j'ai dit il y a un corollaire à ça, c'est quand on a une idée qu'on croit bonne et qu'on est la seule à la voir, c'est qu'elle n'est pas si bonne que ça. Bon, il y en a qui ne me parlent plus. Malheureusement, on continue aujourd'hui, c'est un vrai problème dans notre pays, à chercher des idées qui viennent d'en haut, avec des gens qui regardent la France à la jumelle. D'où le message de mon livre « Bonne nouvelle, les conspirateurs du futur ». C'est des conspirateurs, hein, ce n'est pas des constructeurs. Hein. Bon, il n'a pas lu, manifestement. Bon. Il n'a pas lu sa fiche, je veux dire. Le bouquin, il ne faut pas espérer qu'il lise un journaliste ses bouquins. Bon. Mais j'avais dit, arrêtons de vouloir changer la France d'en haut. Arrêtons de vouloir faire des trucs comme le RSA. Arrêtons l'exception française, d'imaginer des choses que les autres ne font pas. Essayons de faire du benchmarking, comme on dit, essayer d'adapter les meilleures pratiques, comment font les autres qui font mieux que nous. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis un déçu du sarkozysme, après avoir un déçu du socialisme, parce que Sarkozy n'a pas profité de la chance énorme qu'il avait de faire les réformes pour les retraites, par exemple.
On aurait fait la retraite à point, comme en Suède. Ça fait moderne, la Suède. On aurait dit dorénavant, il faut 70 000 heures au cours de sa vie. 42 ans multipliés par 1650 heures, par exemple, on peut discuter du nombre. À ce moment-là, il n'y avait plus de problème des 35 heures. Ceux qui travaillent 60 heures à 30 ans, ça compte plus que les 25 heures à la RATP, et puis c'est tout. Et vous voyez bien qu'on aurait pu sortir par le haut. De la même manière, pour les inégalités de revenus et de statut qu'on n'a pas mis sur la table dans la société, on aurait pu dire, il faut un débat participatif, parce qu'une bonne idée qu'on veut imposer, c'est une mauvaise idée. On aurait pu dire, eh bien, au nom de l'égalité de traitement, comme en Suède, on va mettre tous les Français en contrat à durée indéterminée, tout le monde a la même protection sociale. Mais ce qui est une manière, sans le dire, de supprimer la fonction publique. Mais il ne fallait pas le dire en deuxième temps, simplement. On se dit, ah ben oui, finalement, on met tout le monde au même statut. Donc vous voyez qu'on n'a pas fait les vraies réformes et qu'elles sont encore devant nous et que chacun veut bien que ça change à condition que ce soit les autres qui changent, car comme le disait El Ghozi, seules sont injustes ces inégalités dont on ne profite pas. Autre optimisme, il y a pléthore de pétrole cher. J'ai commencé ma carrière au CEA. En 1971 déjà, on disait ce qui est rare, c'est le pétrole bon marché. Et il y a pléthore de pétrole cher. En 1973, à 4 $ le baril, il y avait 30 ans de réserve prouvée de consommation de l'époque. En 2003, à 47 $ le baril, il y avait 45 ans de réserve prouvée de pétrole. Il y en avait combien en juin 2008 à 150 $ le baril, où on va bientôt revenir? Vous ne savez pas? C'est intéressant les chiffres qu'on ne publie pas. Le débat entre les experts porte au nombre de siècles, entre 1 siècle à 4 siècles. Plus c'est cher, plus il y en a. Le problème, c'est que... Et donc à ce moment-là, quand ça va être cher, il va falloir à 200, dès que la croissance va repartir dans le reste du monde, là, on n'est plus tout seul autour du banquet de la croissance, c'est fini, et donc on va être structurellement à une énergie à 200, 250 $ le baril. Il va falloir donc changer complètement, revoir complètement nos modes d'organisation et de comportement de la société, arrêter d'avoir des bagnoles qui sont 97% du parc, ne circulent pas à chaque instant. Donc c'est un énorme gaspillage d'organiser la société autrement. Donc, bonne nouvelle, on s'ennuyait, on pleurait la bouche pleine, on va avoir des défis à relever, on ne va plus s'ennuyer. Plein de défis à relever et je m'en réjouis. Et puis arrêtons les conneries avec les éoliennes, etc. Quand on a l'avantage d'avoir le nucléaire, il ne faut pas se tirer des balles dans le pied. Bon. Le développement durable, je dis ça parce que pas loin d'ici, il y a des gens qui ont des esprits un peu pollués, là. Et notamment ceux qui parlent de démondialisation. Bon. Si on arrête d'importer des voitures fabriquées à l'étranger, on ne vend plus de Renault en France. On n'achète plus que des voitures fabriquées en France mais étrangères. Bon. Et puis je crois au développement durable à condition qu'on ne le laisse pas entre les mains des Khmer verts. Attention aussi au principe de précaution. Si on n'agit pas tant qu'on n'a pas montré qu'il n'y a pas de risque, on finit par plus agir, c'est bien ça le plus risqué. Il n'y a pas d'action sans risque. Si nos parents avaient appliqué ce principe de précaution, on ne serait pas nés. Alors, j'avance maintenant et je livre les conclusions d'un petit rapport qu'on a fait sur l'innovation, libérer l'innovation dans les territoires, et dans le cadre du Conseil d'analyse économique. Et donc, on voit qu'on est à l'aube d'une troisième révolution. Jacques Attali l'a dit aussi. Donc, on est assez en face, sans se fréquenter plus que ça. Mais je suis assez content de voir qu'il y a des convergences. Ce qui montre bien que si on se trompe, on est au moins deux. On est à l'aube d'une révolution comparable à la Belle Époque et à la Renaissance. Sauf que cette fois-ci, on n'est plus dans le coup. On n'est plus dans le coup parce qu'on est réputé, je viens de le dire, pour nos succès techniques et nos échecs commerciaux, parce qu'on a mal compris l'innovation. Tout à l'heure, ça a bien été rappelé par l'histoire du parapluie, parce qu'on a nos exceptions, les 35 heures, etc., et parce qu'on s'est tiré des balles dans le pied avec le Grenelle de l'environnement. On pensait qu'on allait sacrifier l'agriculture et les OGM pour qu'on ne parle pas du nucléaire. Maintenant, on fait les deux. On est content. Bon. Donc là, il est temps de se réveiller un peu. Et puis on sait que quand l'industrie va, tout va. Et en France, je l'avais dit à même Lagarde d'ailleurs, puisque je suis membre du Conseil économique des Nations, ça avait fait hic à Bercy, la France est devenue un land agro-touristique de l'Allemagne. On n'a plus aucun poste extérieur positif sur le plan industriel. Et on a simplement un excédent agroalimentaire, mais encore on est dépensé sur ce plan-là par les Allemands. Ils font plus que nous en excédent agroalimentaire. Il ne nous reste plus que le tourisme. On est le premier pays au monde par le nombre de visiteurs touristiques, mais on est 4e pour les recettes de tourisme, parce qu'on ne récupère pas la monnaie, il n'y a pas le service. Vous cherchez un taxi à une gare TGV, il faut attendre, les clients, c'est les clients qui attendent les taxis. C'est le monde à l'envers. Bon. Donc il n'y a pas de service. Je n'ai pas le temps de raconter ça plus que ça. Donc il nous reste l'agroalimentaire. Non mais on voit bien, donc, on voit bien les zones de progrès. Ça, Attali avait parlé dans son rapport sur les taxis qu'il faudrait libérer, on ne l'a pas fait. Et ça date depuis récemment, depuis juste avant De Gaulle. Donc là, il y a vraiment des grandes choses à faire. Alors, je vais vous parler donc de ce livre que vous trouverez à la sortie, que je ne pourrais malheureusement pas dédicacer, sur l'avenir à construire ou à détruire, et qu'est-ce que j'ai montré dans Bonne Nouvelle. Mais le message est simple, quand j'ai 15 secondes pour les médias, je leur ai dit,
Dans le courage du bon sens, j'ai essayé d'éclairer la France d'en haut, puisque c'est ça qui leur manque, le courage et le bon sens. Maintenant, je sais que la France d'en haut nous a fait tomber bien bas. On peut espérer que celle d'en bas, celle qui entreprend et qui innove, c'est-à-dire vous, nous sorte par le haut. Bon. Et si seulement on appliquait et on démultipliait sur tout le territoire ce qui marche, j'étais l'autre jour à Dijon, je pense qu'il y a des gens ici de groupe ID, où est-ce qu'ils sont? Ils ne sont pas là? Levez la main. Voilà, vous avez vu, ils ont levé le bras et vous expliqueront comment on peut créer même des gens qui sont à la limite de l'employabilité, qui sont estampillés comme non employables par Pôle emploi, comment on peut les réinsérer dans des emplois marchands. Ça coûte certes 6 000 € par emploi marchand créé, mais ça rapporte par an, par équivalent temps plein, mais ça rapporte 3 fois plus en charges, en cotisations, etc. Donc c'est globalement, finalement, profitable, mais c'est justement parce que ça marche qu'on ne veut pas le développer. Et ça fait 20 ans qu'ils se battent face à la bureaucratie, face aux jacobins, et à tous ces politiques qui n'ont pas le courage, parce qu'ils pensent qu'une chose, c'est être réélu. Évidemment, quand on veut être élu, on ne va pas dire tout haut ce qu'on pense tout bas. C'est pour ça d'ailleurs que je ne fais pas de politique. Un rocard s'est fait descendre en vol, et moi au décollage. Bon. Oui, parce que vous pouvez dire tout haut ce que vous pensez tout bas. Vous avez raison, mais on ne peut pas le dire car c'est électoralement suicidaire. Bon. Alors, dans le livre, je parle des lames de fond, donc que j'ai commencé d'évoquer. Je parle aussi de partir de soi, exactement d'ailleurs ce qu'a dit Jacques Attali, c'est assez amusant. Partir de soi, vous allez voir, c'est fondamental, bien se connaître soi-même. La connaissance de nos forces les augmente, la connaissance de nos faiblesses les réduit. Donc le fameux connais-toi toi-même des Grecs anciens. Et donc, avant de le faire, je vais dire quelques mots sur les facteurs de développement. Vous l'avez compris, qui sont d'abord endogènes. Arrêtons de chercher des boucs émissaires dans la mondialisation, etc. Posons-nous la question de la poudre de nos responsabilités. Et même en France, il y a des endroits au taux de chômage. J'étais hier du côté dans le Nord-Isère, ils appellent ça, c'est pas terrible comme nom d'ailleurs. Hein. Pas loin de Lyon, après, du côté de Saint-Exupéry. Bon, ils sont à un taux de chômage de 6%. Bon, il y a une dynamique fantastique. Il y a des gens qui entreprennent, etc. Bon, et puis il y a aussi un potentiel. Il y a, comme partout dans toute la France, il y a 2 700 000 chefs d'entreprise dans ce pays. Il y en a 1 600 000 qui sont des solos, qui ne font pas le saut de la première embauche, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils savent très bien que s'ils se trompent d'embauche, ils n'auront plus qu'à mettre la clé sous la porte, parce que les prud'hommes, etc., il y a des rigidités. Et puis, ils n'ont pas été formés à ça. Ils sont souvent bac-3. Bon, donc il y a tout un travail d'accompagnement du développement des entreprises existantes avant d'en créer de nouvelles et d'accompagnement des entreprises aussi qui veulent innover. Et puis les hommes éduqués, les clés de la réussite, c'est des hommes éduqués, épanouis, porteurs de projets, une société de confiance. Eh bien, je vais en dire un mot tout de suite ici, là voilà. Il y a un problème pour l'Europe, c'est que si on avait fait un Grenelle du développement durable, on aurait posé la question du suicide démographique de l'Europe. Le Japon, il l'a évoqué, le Japon a perdu 30 000 morts avec le problème nucléaire, le séisme, le tsunami, pardon. Mais il va perdre 30 millions de Japonais entre 2010 et 2050, personne n'en parle. C'est même pas un article dans les journaux, parce qu'ils ne vont pas être remplacés. Donc c'est quand même catastrophique. Et l'Italie, c'est la même chose. L'Allemagne, il l'a dit tout à l'heure, chaque année, il y a 300 000 Allemands en moins. Il y en a que ça réjouit, pas moi. Puisqu'il y a 800 000 cercueils et 500 000 berceaux, faites le calcul. Une richesse que d'hommes éduqués, alors on a un problème en France. C'est qu'on a quand même une société scandaleuse où il y a 25% des jeunes au chômage. Il faut ramener la réalité sur ces chiffres. Sur 100 jeunes dans la rue, il y en a 60 qui font des études. Ceux-là trouveront un boulot. Même s'il y a des surdiplômés, il y aura des frustrés des écrits de la course au diplôme parce qu'il n'y a pas assez. On n'en trouve pas. Hier, ils cherchent des chaudronniers, ils n'en trouvent pas. Ils cherchent des gens en textile, ils n'en trouvent pas. Ce n'est pas les emplois qui font défaut, c'est les gens prêts à les prendre. Bon. Mais c'est vrai qu'il y a un problème sur les 40% qui se présentent sur le marché du travail. Les apprentis n'ont pas de problème, mais il y a un taux de chômage de 25% sur les 40. 25% de 40, ça fait combien? 10. Donc il n'y a que 10 jeunes sur 100 au chômage dans la rue dans ce pays. Prenez 100 jeunes dans la rue, il y en a 10 au chômage sur 100. C'est ça les 25% de jeunes au chômage. Mais 10 sur 100, c'est une extraordinaire bonne nouvelle. C'est moins de la moitié de ceux qui ne savent pas lire, écrire et compter. C'est-à-dire que l'autre moitié a été embauchée par les petites entreprises, les moins de 20, qui font 40% de l'emploi marchand et 96% des entreprises du pays. Parce que ce que veulent les entreprises, c'est le savoir-faire, on l'apprend sur le tas. Et ceux qui restent au chôme du, c'est qu'ils ne sont pas employables en l'État. Ils n'ont pas de savoir-être minimal. Comment voulez-vous, pour s'occuper des services aux personnes, que vous preniez quelqu'un qui donne un coup de boule quand on lui fait une réflexion? Bon, la grand-mère, il y aura un problème. Donc on voit bien qu'il y a un vrai problème aujourd'hui d'employabilité, que pour moi ce qui m'inquiète, c'est le problème de l'échec éducatif. Vous savez qu'on recule dans les classements éducatifs, c'est un vrai sujet, et là ça dépend de nous, d'avoir le courage politique de faire des réformes et cesser de concentrer les handicaps, c'est possible dans certains quartiers. Mais ça suppose une volonté politique, c'est pour ça que je suis un libéral interventionniste. L'État doit intervenir parce que le marché, c'est forcément le court terme. Donc tout ce qui concerne l'urbanisme, la mixité sociale, etc., ça doit être des variables prises en charge par la collectivité, mais pas par des gens qui pensent à leur réélection, par des gens qui pensent à l'intérêt général.
Donc il faut naturellement changer les règles de gouvernance et faire en sorte qu'on soit élu président de la République pour 7 ans non renouvelables. À ce moment-là, on ne travaille pas pour sa réélection, hein, mais vous voyez, mais pour l'histoire. Bon, enfin, c'est une autre histoire, ça. Hein. Et puis, vous voyez que l'Europe va manquer de bras et de cerveau. Et puis, sur le sable et le ciment, je le dis. Alors, je pense que vous allez voir, maintenant, je vais montrer des cartes. Vous allez pouvoir vous situer. Je pense que le bonheur, et là, on a peut-être une différence avec Jacques Attali. Le bonheur, il est, à mon avis, plus dans les petites villes, dans les prés que dans la ville, mais plus dans les petites villes, les villes moyennes, que dans les grandes mégalopoles. D'abord parce qu'une grande différence qu'on a avec l'Allemagne, on en a plusieurs, on a 5 fois moins d'apprentis, on a un coût du travail dans l'industrie qui est devenu équivalent avec une qualité moindre, c'est pour ça qu'on est plus compétitif, mais surtout, le coût du logement à Paris, dans l'Île-de-France, est 40% plus élevé que dans les grandes villes allemandes. Donc le gars qui vit avec le SMIC, il vit mal, et il cherche à s'en aller. Et ça, on n'en parle pas, donc je suis pour la municipalisation des sols, très clairement, ce qui fait de moi un libéral suspect. Et donc, je vais vous parler de quelque chose qui est très intéressant, c'est ce qu'a montré mon collègue Davzy, c'est que les pôles de compétitivité et les pôles de qualité de vie, ce n'est pas la même chose. Et que les deux sont nécessaires. Et que les pôles de compétitivité qui ne seront pas des pôles de qualité de vie disparaîtront, ou sont menacés. Vous allez comprendre ce qui se passe. Il explique que le revenu par habitant du Limousin est supérieur au revenu par habitant de l'Aquitaine, alors que le PIB par habitant du Limousin est inférieur à celui de l'Aquitaine, avec la richesse créée. Pourquoi? Parce que 30% des revenus d'un territoire, c'est des revenus de retraités. Ça peut être 35-25, c'est en moyenne 30%. 30% des revenus d'un territoire, c'est des revenus de fonctionnaires, de transferts publics, les RSA, etc. Il y a 60% des revenus d'un territoire qui viennent des transferts publics, transferts sociaux et publics. Il n'y a que 40% des revenus d'un territoire qui viennent de la production marchande, dont la moitié une production marchande au service des gens qui sont là. Vous l'avez compris? Il n'y a que 20% des enjeux de revenus d'un territoire qui viennent des pôles de compétitivité, dont tout le monde parle. Les pôles de compétitivité, c'est important, mais ce n'est pas l'essentiel. C'est les pôles de qualité de vie qui comptent. Et vous allez voir les cartes où vont vivre les gens. Alors, en termes de croissance, je ne sais pas si ça marche, ce truc-là, oui, c'est bon. Vous avez ici en ordonnée, taux de variation annuelle de la population 90-2006. Et puis, ici en abscisse, le PIB. Les régions les plus dynamiques, j'enlève les dom-tom qui vivent complètement sous perfusion. Hein. Bon, c'est les régions qui sont tout au sud de la Loire, Bretagne exceptée. Ce qui montre bien d'ailleurs que la Loire passe trop au sud. Bon. Et puis, vous avez ici l'Île-de-France, 29% du PIB national, 22% des revenus distribués. C'est là que se crée la richesse. Si la locomotive s'essouffle, évidemment, les capacités de transfert vont s'essouffler. Et puis toutes les régions industrielles derrière. Alors vous pouvez vous situer ici, la Bourgogne. Vous cherchez peut-être. Hein. Voilà, vous êtes là. Hein. Vous êtes bien placé parmi les mauvais. Mais ça peut que progresser. Et vous allez voir d'ailleurs qu'il y a lieu d'être optimiste. Alors, ce qui fait la richesse d'un territoire, c'est le fait que les gens y vivent. Et pourquoi ils y vivent? Parce qu'ils ont envie d'y vivre. Vous allez voir ce qui se passe. Parce qu'il y a de l'emploi aussi. Alors, on a oublié de dire aussi que la population française a augmenté de façon colossale depuis 1946, de 60% de Français en plus. Et ça va continuer. Hein, parce que même si la population augmente moins, le nombre de ménages augmente de 300 000 par an, dont le tiers de décohabitation. C'est un autre problème, c'est l'éclatement des familles aussi, ça, hein, c'est un vrai problème, mais ça, je n'ai pas le temps de le développer. Bon, alors où sont les populations? Il y a la diagonale du vide, là, l'Île-de-France, l'arc atlantique, les autoroutes, vous voyez, hein, et puis on voit bien les tracés d'autoroute, puis il y a un problème, on se dépêche de traverser jusqu'à Lyon. Hein, hein. Et ça, c'est la carte, le stock de population. Maintenant, on va regarder l'avenir. L'avenir, c'est la fécondité. C'est le nord qui est fécond, hein, la Mayenne, toujours, vous voyez. Le nord qui est fécond, mais on va voir que c'est le sud qui se repeuple. C'est rigolo, ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des territoires qui sont birépulsifs, en bleu. C'est le passé, ça, on va voir l'avenir. Birépulsifs, alors vous êtes mal placé, vous êtes là, vous. Hein. Vous êtes répulsifs jeunes, les jeunes s'en vont. Enfin, vous étiez. Les birépulsifs, les jeunes et les vieux s'en vont. Et puis, il y a les attractifs seniors. Hein, c'est des gens retraités vont vivre là parce que le foncier est moins cher, parce qu'on peut laisser les clés sur la voiture sans se faire piquer. Bon. Hein. Donc là, c'est assez intéressant. Puis il y a des territoires un peu particuliers, comme dit l'INSEE, c'est Marseille. Alors, l'avenir, eh bien, on voit pour l'immobilier, c'est important, mais il faut acheter une maison d'un endroit qui va prendre de la valeur, parce que c'est un endroit qui vaut encore moins cher quand on leur vendra. Hein, elle n'est pas dans les Ardennes. Bon. Hein. Et donc, on voit que c'est le sud d'une ligne Avranches-Genève qui est dynamique, et vous êtes mieux placé que vous ne l'étiez précédemment. Vous êtes ici, me semble-t-il. Hein, vous devenez attractif, arrivé de jeunes et de seniors. Donc, il semble bien qu'il y ait un réveil, là. Votre présence l'atteste d'ailleurs. Bon. Alors, quand on regarde ce qui explique le fait que les gens partent où sont, il y a un truc très clair. Regardez en bleu ici, les retraités qui s'en vont.
il quitte exactement la carte des zones urbaines sensibles. Quand il y a l'insécurité des biens et des personnes, les retraités, ils disent rien, ils plient les Gaules. Voilà. Ils vont se plaindre 2-3 fois à la mairie, puis ils s'en vont. En silence. Et où ils vont? Ben, ils vont sur la côte ouest. Ils ne vont pas sur la côte d'Azur, parce que traverser sur la croisette, quand vous avez une canne, c'est dangereux pour le sac et pour vous. Donc vous allez... La ville la plus vieille de France aujourd'hui, c'est plus Menton, c'est les Sables d'Olonne. Bon. Alors je continue, parce que je vois que l'heure avance. Alors bonne nouvelle, ben, on pensait qu'on aurait une diagonale du vide, vous voyez, dans le futur. La DAR disait ça au début des années 2000, maintenant ça y est, c'est fini. Il n'y a plus que 2 départements qui vont mal pour 2040, les Ardennes toujours, et puis la Haute-Marne. Bon, mais c'est pas vous, et on voit que tout le centre de la France se repeuple. Pour des raisons qui sont assez intéressantes d'ailleurs, c'est que les inégalités de revenus et de patrimoine, c'est le meilleur outil d'aménagement des territoires qu'on ait jamais connu. Puisque les gens qui ne sont pas trop riches, ou les moins riches des riches, sont obligés de partir des zones résidentielles, parce qu'ils sont enrichis, ils sont riches en capital, mais pauvres en revenus, ils peuvent juste payer les services aux personnes, et comme on ne peut pas loger les employés qui serviraient les moins riches des riches, eh bien, ils vont se loger dans le Massif central. Là où il y a une opération Auvergne Nouveau Monde, parce qu'il y a un foncier de réserve. Et je pense que c'est ça qui explique aussi l'attractivité pour vos territoires. Vous êtes une zone d'expansion de Lyon qui pousse au nord, en quelque sorte. Et quand on voit l'Île-de-France, ce qui est clair, c'est que tous ceux qui le peuvent s'en vont. Toute catégorie entre recensement. Il y a une fuite, il y a 70 000 franciliens qui quittent l'Île-de-France chaque année. Donc vous cherchez un ouvrier, un employé, etc., un technicien, allez en Île-de-France. Allez, faites votre marché, en tout cas quand vous êtes à Nantes, c'est ce qu'ils font. On leur dit, venez, les enfants sont au bord de la mer, les écoles sont meilleures. Enfin, il faut vendre son territoire. La qualité de vie dans son territoire. Et le fait que la vie est moins chère et que les loyers sont possibles. Alors jusqu'ici, vous ne profitiez pas trop des migrations. Vous voyez, et donc il faut arrêter les gens au passage. Bon. Et parce qu'il faut attirer des hommes. Donc la qualité de vie, c'est déterminant. Et ça va être déterminant aussi pour l'innovation dans les territoires. Alors un territoire créatif, ce qu'on a manqué dans notre rapport, ça ne vient pas des politiques des puissances publiques. Non. Au mieux, les puissances publiques ne mettent pas de bâton dans les roues. Mais ce qu'il faut, c'est comme l'innovation, c'est comme un champignon. Ça pousse bien quand on a des conditions d'ambiance. Et on va montrer que l'innovation, ça dépend d'abord de qualité de vie. Parce que si on veut être innovant dans son entreprise, il faut vivre en harmonie. On ne peut pas avoir l'excellence dans une entreprise si c'est le Bronx quand on rentre chez soi. Donc c'est la cohérence. C'est pour ça que les pôles de qualité de vie, les pôles de compétitivité seront des pôles de qualité de vie ou ne seront pas demain. Eh bien, on voit que ce qu'il faut pour la qualité de vie, c'est l'harmonie et la cohésion sociale, c'est la production de biens porteuses de liens, la sécurité des biens et des personnes, l'intensité de la vie associative et culturelle et des inégalités pas trop fortes. Bref, vous êtes presque reconnus. La condition de préserver, c'est fondamental, de préserver la mixité sociale, de préserver la sécurité des biens et des personnes et aussi l'intensité de la vie associative et culturelle qui fait que les gens aient des liens. Donc, parce que ça ne sert à rien, vous comprenez. Aujourd'hui, le grand marché de demain, c'est le marché de la solitude. Il y a un tiers des ménages qui sont des personnes seules. 40% des ménages en 2025, et à Paris, c'est déjà un ménage sur 2. Et en plus, c'est terrible. Il y a des groupes qui se réunissent de célibatants et de célibatantes, et ils ne se parlent pas, ils ne se rencontrent pas. Heureusement, il y a le CNAM. Et parce que on s'arrange pour leur faire comprendre qu'il faut faire des rencontres, des exercices dirigés ailleurs qu'au CNAM, et ça marche. Bon. Je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi. Bon. Alors donc, il y a des messages essentiels. Et maintenant, on va rentrer sur le handicap, parce que j'ai encore plein de choses à dire dans les 10 minutes qui me restent, tout le quart d'heure. Partir de soi, c'est ce qu'a dit Jacques Attali, et je suis assez d'accord. Il faut transformer ses faiblesses en force, et la rente est souvent handicap. Et le handicap, c'est une différence à positiver. Alors je raconte dans mon livre l'histoire de cet aveugle qui est arrivé en France clandestin et qui montre dans sa thèse que le handicap, c'est une différence à positiver. Quand vous mettez un handicapé dans un service, ça augmente la productivité du service. À une condition suspensive, c'est que le handicapé soit mis en place par les managers et pas par les travailleurs sociaux. Parce qu'eux, ils ne leur diront jamais « lève-toi et marche » puisqu'ils vivent de son handicap. Donc c'est un véritable problème. En tout cas, il faut travailler son qui suis-je. Ça a été dit tout à l'heure. Et vous voyez, vous avez Bayrou avant les européennes. Ne lui répétez pas. Bon. Et à droite, vous avez Obama. À gauche, je ne dis rien parce que je ne veux pas de procès. Et puis, on a un problème avec nos élites, naturellement. Et qui ont un vrai problème, qui regardent la France à la jumelle, comme je disais. Bon. En tout cas, ce qui est clair dans un territoire, c'est que l'union fait la force. Dans une entreprise, c'est pareil. Et la faiblesse provient des divisions. Donc, il ne suffit pas d'avoir des projets. Il faut être capable de susciter l'adhésion et l'enthousiasme. Et ça, c'est important. Et pour susciter l'adhésion et l'enthousiasme, il faut qu'il y ait appropriation. Et là, j'en arrive à ce triangle grec que je véhicule depuis une vingtaine d'années maintenant. Pour passer du bleu, l'anticipation, vers de l'action, il faut le jaune de l'appropriation. Une bonne idée qu'on veut imposer, en politique comme en entreprise, c'est une mauvaise idée.
Il faut que les gens se soient appropriés. Les meilleures idées ne sont pas celles qu'on donne, celles qu'on donne, mais celles qu'on suscite, c'est l'appropriation. Et là, je voudrais saluer Michel Rocard. Moi, j'étais rocardien quand j'étais jeune, et lui aussi d'ailleurs. Et grâce à lui, on a fait une extraordinaire réforme. C'est celle de la CSG. La CSG représente 170% de l'impôt sur le revenu. Si on avait dit en 90, on va baisser l'impôt sur le revenu, qui est un impôt progressif payé par la moitié des plus riches, pour le remplacer par un impôt proportionnel payé par tout le monde, il y aurait eu des millions de camarades et de non-camarades dans la rue. Bon, on a dit, c'est pas un impôt, c'est une cotisation circulée, il n'y a rien à voir. La manière de poser les questions change la réponse. C'est un peu comme quand vous demandez à votre prêtre, est-ce que je peux fumer quand je prie? Il va vous dire non. Si vous demandez, est-ce que je peux prier quand je fume? Il va vous dire oui. Donc la manière de poser les questions change la réponse. Et bonne nouvelle, messieurs, parce que je suis optimiste. Dites-vous bien que toutes les femmes qui vous ont dit non jusqu'ici, vous n'avez pas su poser la bonne question. Toute la nuit, vous allez y penser. Hein. Oui, c'est formidable la vie. Hein. L'ennui, c'est quand 30 ans après, on rencontre une qui nous a dit non, on se dit finalement, ça valait mieux. Hein. Bon. Et elle en pense autant. Voilà, bon. Alors, je raconte dans le livre des histoires extraordinaires, mais elles ont tout un point commun, pas simplement des entrepreneurs. Les conspirateurs, c'est ceux qui se réunissent pour le bien. Les comploteurs, c'est pour le mal. Bon. Mais il n'y a pas que des entrepreneurs, il y a des maires, il y a la famille Marcon, Savenel-Froid. Il y a aussi le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, Dassart, qui est divisé par 3 les arrêts de maladie. Mais ce qui les caractérise tous, c'est que sur 20 ans qu'ils ont fait leur travail. On ne pousse pas un arbre qui donne des fruits sans avoir du temps long devant soi. Et c'est un des problèmes qu'on a en politique, le temps politique est trop court pour faire les réformes qui s'imposent. Il y a un vrai problème là, il y a un vrai problème de ce point de vue-là. C'est pour ça que je suis pour revoir la gouvernance. Comment voulez-vous diriger un territoire quand un préfet de région passe en moyenne 15 mois? Donc pas de vague pendant que j'y suis. Il ne peut pas prendre d'initiative ni prendre de risques. Ce n'est pas de sa faute. C'est le système de gouvernance qu'il faut revoir. Et les directeurs d'administration centrale, c'est la même chose. Alors, on peut faire des choses à condition que les gens ne soient pas complètement titulaires et fonctionnaires. C'est ce qu'a fait d'ailleurs dans la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe. Il a commencé par expliquer à son personnel ce qu'avait dit Gallois à la SNCF. Vous n'êtes pas là seulement pour faire... Il avait dit à son personnel, la SNCF n'a pas seulement pour vocation de faire le bonheur de ses agents. Vous déclinez ça pour toutes les administrations, hein, et on vous explique au personnel qu'ils sont là d'abord au service du public. Bon, donc, mais il faut prendre le temps, il ne faut pas leur imposer, il faut qu'il y ait une réflexion, une appropriation, autrement c'est rejeté. Et puis on peut expliquer aussi ce qu'a fait notre ami Pascal Pellan dans le centre CFA de Saint-Brieuc, qui était en échec profond il y a 20 ans. Ils ont essayé de comprendre pourquoi. Le temps de diagnostic, le temps d'action, et aujourd'hui le temps de la réussite. Il y a un VIPOL, il y a du Bac plus 5 en maintenance automobile, il y a 3000 jeunes. Bref, c'est mieux que l'UTC de Compiègne, et tous les premiers ministres y vont. Donc il n'y a jamais de territoire condamné, il y a des territoires sans projet ou sans hommes de qualité pour les porter. Et il n'y a pas besoin pour se battre dans la compétition mondiale d'être dans les grandes mégalopoles. Quand vous demandez à Beaumanoir, il est resté à Saint-Malo. Donc arrêtons d'avoir l'espèce de tropisme, le mythe de la taille critique. Et je suis un adversaire pour ma part du Grand Paris. Je pense que c'est un pari risqué. Alors dans les histoires d'entrepreneurs, que je vais évoquer dans un instant, elles sont toutes appuyées sur l'innovation. Et l'innovation, ça a été dit tout à l'heure, avec l'histoire du parapluie, c'était bien une bonne illustration. L'innovation, il y a un biais technique chez nous. On a trop tendance à imaginer que l'innovation est technique. Elle n'est qu'à 20% technique, elle est 80% low-tech, à basse intensité technologique. Elle est sociale, commerciale, organisationnelle, financière. Et c'est pour ça que, parce qu'on assimile trop l'innovation à la technologie chez nous, qu'on est réputé pour nos succès techniques et nos échecs commerciaux. Donc les 3/4 des idées d'innovation ne viennent pas des chercheurs, mais des clients, des fournisseurs et du personnel. Il faut être à l'écoute du marché. Un problème non résolu, comme il a dit, éventuellement avec une demande solvable. Et quand vous voyez l'iPhone d'Apple, il n'y a c'est une synthèse créative des idées des autres. Qui compte donc, c'est prendre les idées des autres pour répondre à un besoin. Donc méfions-nous un petit peu du côté recherche et du tropisme. Et cette innovation pousse bien naturellement à certaines conditions. Il faut aider les entrepreneurs à devenir innovants et entreprenants. Et puis les clés essentielles pour la compétitivité, c'est un résumé, c'est l'innovation qui n'est pas seulement technique, c'est les magiciens de la croissance, c'est les entrepreneurs, mais on peut être entreprenant même si on n'est pas entrepreneur, on peut être porteur de projet au sein d'une entreprise, un intraprenant comme on dit. Et puis c'est toujours les hommes qui font la différence, comme disait Ford, prenez-moi tout mais laissez-moi mes hommes, je reconstruirai à condition d'avoir un projet. Là on se rejoint bien avec Attali. Et puis le développement durable, j'ai dit que c'était un levier pour l'innovation, un sens pour la croissance, à condition qu'on ne tourne pas à la bougie, vous m'avez compris. Je crois aussi qu'il faut renverser la formule. Après la globalisation, on va dans le sens de la relocalisation des activités. Et notamment Alain Fribourg, j'organise tous les ans avec le Cercle des entrepreneurs le prix de l'impertinence et des bonnes nouvelles. Vous verrez sur mon site cette année, parmi les prix, il y a eu Alain Fribourg qui a écrit un papier remarquable qui s'appelle « Il n'y a pas d'entreprise mûre, il y a des patrons blettes ».
Quand une entreprise est en difficulté, il ne faut surtout pas l'aider. Il faut d'abord changer ses dirigeants. Parce qu'il y a un déficit d'innovation, un déficit de management. Statistiquement, j'entends. Je ne parle pas des petites entreprises, mais je parle des plus grandes. Des gars qui se sont parachutés à la tête parce qu'ils faisaient partie de réseaux en fonction de leur appartenance et non pas de leurs compétences. J'ai rien dit, hein, je dis ça au passage. Et puis je crois aussi qu'il faut cesser de vouloir vendre ce qu'on a produit, il faut produire ce qui se vend. Et ce qui se vend de plus en plus, c'est des services qui incorporent des biens. C'est le quaternaire. La grande révolution de demain, c'est après le primaire, le secondaire, c'est le quaternaire. Quand Michelin loue les pneus à l'usage aux transporteurs, il a intérêt à fabriquer des pneus qui durent le plus longtemps possible, plutôt que des pneus qui s'usent le plus vite possible. On change complètement de paradigme de consommation et de production. Vous ne vendez plus des chaudières, vous vendez de la température, vous vendez un service. Donc tous les métiers doivent être repensés en fonction du quaternaire. Ce qui suppose naturellement une révolution. Donc je crois à la relocalisation des activités au nom de l'économie présentielle, à la traçabilité, à la proximité. Tout ça, c'est nécessaire. Et pour terminer, les grands marchés de demain, c'est le marché de la solitude, du vieillissement, de la sécurité des biens et des personnes et de ce quaternaire que je viens d'évoquer. Enfin, pour devenir entrepreneur, eh bien, je raconte des belles histoires, notamment celle de Pierre Herriou. Toutes ces histoires, on se rend compte que souvent il y a des chocs et des crises. Il y a des gens simplement qui ont des projets. Toutes ces histoires que je raconte, notamment celle de Pierre Herriou, VIP, Véry, isolation de ponton de mer. Aujourd'hui, il est numéro 2 derrière Saint-Gobain. Il était fils de commis de ferme, orphelin à 6 ans. Il l'a su qu'à 9 parce qu'il était en SANA. Il n'a jamais eu de certificat d'études. Bon, on commence à pleurer, quoi. Il a été dispensé du service militaire. Heureusement, il a trouvé une femme qui l'a accompagné jusqu'au bout et qui fait les comptes pour lui, apparemment, et qui lui-même s'est retrouvé. Il n'a jamais accepté d'être au chômage quand il était sans emploi. Il a fait les marchés, il a bricolé de l'isolation au moment du premier choc pétrolier de vitrage pour les Parisiens. Il s'est rendu compte que ça ne marchait pas, qu'il y a des problèmes. Il a cherché des réponses techniques. Il s'est tourné vers Saint-Gobain qui a dit non, il a fait les salons techniques. Il a un brevet d'inventeur maintenant et il a 1200 personnes. VIP, allez voir Pierre Herriou. Et il accompagne les ministres en Irak parce que c'est le leader du verre blindé. Donc il y a des marchés. Bon. Donc voilà, et puis il y a un tas d'autres exemples que je raconte, canne, aquaculture, etc. À chaque fois, c'est fait sur la passion. La compétence et le fruit de la passion, c'est important. Alors j'ai un certain nombre de propositions que je fais sur le plan politique qui ne seront pas entendues, naturellement. Il faut agir d'en bas, expérimenter et mutualiser les bonnes pratiques, vous l'avez compris, prendre le temps d'appropriation, tout ça je l'ai dit. Donc c'est une synthèse, je le dis parce que vous aurez le PDF de ma présentation. Donc c'est juste pour vous donner envie d'aller jeter un coup d'œil. Et puis mes propositions concrètes, je les ai évoquées, j'insiste pas, mais elles vont notamment, pour éviter la paupérisation des familles avec enfants, eh bien, je propose qu'on mette un quotient familial à la CSG, puisque c'est ça qui explique aujourd'hui 170% d'impôt sur revenu, mais il n'y a pas de quotient familial. Et naturellement, l'intérêt bien compris de la société, c'est de faire en sorte qu'on aide les familles à élever correctement leurs enfants, parce que c'est ça qui coûte le moins cher. Parce que quand la famille est défaillante, le coût dans nos familles, une famille d'accueil, ça coûte 15 000 € par an à la collectivité. Une structure d'accueil, 30 000 €. Et un centre éducatif fermé, ça coûte 200 000 € par an à la collectivité. Bref, ça coûte la peau des fesses quand les parents sont défaillants. Donc il faut les aider à assumer leurs responsabilités correctement. C'est des sujets que j'aborde parce que tout ça c'est lié naturellement. Puis mettre des preuves dans les écoles, des professeurs associés pour enseigner l'économie, afin que l'entreprise ne soit pas vécue comme étant le mal dans nos collèges et dans nos lycées, par des gens qui la connaissent, la comptabilité, etc. Tout ça c'est du bon sens. Et pour terminer, je m'interroge sur le sens de la croissance. Pendant la guerre de 14 à Vendôme, il y avait des taxis-chiens, puisque les chevaux étaient réquisitionnés et que Brigitte Bardot n'était pas née. Dans le Loir-et-Cher, j'ai vécu 15 ans là-bas. Aujourd'hui, il y aurait naturellement un procès. Et on peut se demander si on ne marche pas sur la tête quand on voit le triste spectacle à l'île de Ré, où c'est dorénavant les hommes qui tirent les chiens. Je vous remercie sur ces bonnes paroles. Voilà. Merci beaucoup. Et je vous invite à consulter mon site web et à participer au Grand Prix de l'impertinence et des bonnes nouvelles de l'an prochain, qui est doté de 30 000 €, grâce aux entreprises qui me supportent. Merci beaucoup, Michel. Voilà, merci. Bravo. Bravo encore.